Lundi 16 juin 2025, merci de nous rejoindre dans l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV. Tout de suite, le sommaire. Pré-congrès du RHDP, manifestation du PDCI RDA, les positions restent tranchées. Risque d'interdiction de visa, 36 pays dont la Côte d'Ivoire dans le viseur de Washington. On ouvre les débats dans quelques instants après le jingle. De Paris à Abidjan, la météo politique a été très agitée ce week-end avec des mobilisations gigantesques, tant du côté du RHDP au pouvoir que du côté du PDCI RDA à Abidjan. Retour en images sur ces deux événements. Jean-Richard Guesson, Soro-Djabiga, bonsoir. Bonsoir, Adi. Alors, le PDC qui réalise une véritable démonstration de force à Abidjan avec la mobilisation de plusieurs dizaines de milliers de ses partisans dans les rues pour sa grande marche du 14 juin. Et parallèlement, le RHDP qui s'illustre du côté de Paris en France avec une marée orange et des milliers de militants du parti au pouvoir qui réitèrent leur soutien au docteur Alassane Ouattara. Quelle lecture faites-vous de ces deux rassemblements qui sont survenus le même jour dans un contexte de défiance à distance? Je note d'abord que la juxtaposition des deux événements de ce week-end-là souligne une polarisation croissante du paysage politique ivoirien. D'un côté, le RHDP qui, à travers son congrès, a pu désigner son candidat et désigner en même temps renouveler le contrat du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Et de l'autre côté, le PDC... le congrès n'est pas encore effectif, c'est dans quelques jours. Voilà, je parle des résolutions du pré-congrès qui ont été données à la faveur... Tous les pré-congrès qui tentent à plébisciter le docteur Ouattara comme étant... Il faut souligner que lors de la cérémonie de clôture des pré-congrès éclatés à Yopougon, voilà, le président des pré-congrès, qui est aussi le président du congrès, qui est Patrick Kachi, a noté que le président Alassane Ouattara est leur candidat. Ça ne fait pas de doute parce que à travers tous les pré-congrès qui ont été organisés sur toute l'étendue du territoire national, à l'unanimité, toutes les bases ont plébiscité le président Alassane Ouattara, soit par acclamation ou soit par vote oral, mais en tout cas il a été plébiscité. Donc c'est clair que l'on s'achemine inéluctablement vers une reconduction du mandat du président. Il faut noter que la base est ferme sur cette question. Il est le candidat naturel, je reprends les mots du président des pré-congrès, Patrick Kachi, qui est ferme là-dessus. Alassane Ouattara est notre candidat naturel. Tout le monde est ferme sur cette question. De Yopougon à Makori, en passant par Komassi ou dans le Gontougo, à Korogo, à Odéné, un peu partout, à l'unanimité, toutes les bases ont plébiscité le président Alassane Ouattara comme le candidat. Ils sont fermes là-dessus. C'est pourquoi j'ai parlé d'une polarisation croissante des bases du paysage politique. En face, il y a le PDCI qui ne veut pas entendre parler d'un plan B ni d'un plan C. Pour le PDCI, le candidat naturel également, c'est le président Tidjane Thiam. Le PDCI a mobilisé, le PDCI a fait une grande mobilisation vraiment extraordinaire ce week-end-là pour montrer à l'opinion
national et international, que non seulement il peut mobiliser, mais et qu'il tient à la candidature de son président, qui est Tidjane Thiam, qui est depuis plus de 2 mois en Europe. Donc ça fait 2 positions vraiment tranchées qui sont opposées. Parce que le RHDP revendique la candidature du président Alassane Ouattara. Et en même temps, le gouvernement, le régime RHDP, qui radie le président Tidjane Thiam de la liste électorale, ce qui suscite la colère des comités de base et des militants du PDCI qui ont également mobilisé pour revendiquer l'inscription de Tidjane Thiam sur la liste électorale. Que pendant que le PDCI marchait à Abidjan, le parti marchait également dans d'autres localités de l'intérieur du pays, notamment à Divo, et même d'autres pays, enfin d'autres villes de l'intérieur, dans le V-Baoulé, où les militants aussi se joignaient à leurs camarades d'Abidjan pour réitérer leur volonté de voir le président Thiam faire partie de la course à la présidentielle. Tous ces événements montrent que la tension est en train de monter. Le ton se durcit de plus en plus. Et ça fait peur au fur et à mesure que nous approchons du processus électoral. Le ton se durcit et les positions se raffermissent. En face, il y a le gouvernement qui est ferme sur sa décision. Il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Et de l'autre côté, il y a l'opposition qui ne fléchit pas, l'opposition qui ne voit pas cela de cet angle-là. L'opposition qui est ferme sur sa position. Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale. Le PPRC est ferme là-dessus. C'est pourquoi il a lancé le mouvement Trop c'est trop. Le PDC est ferme sur sa position. Son plan A, son plan B jusqu'à Z, c'est Tidjane Thiam. De l'autre côté, il y a Charles Blé Goudé qui revendique son inscription sur la liste électorale. Et l'autre côté des frontières, il y a Guillaume Soro, depuis sa position, qui revendique quand même sa réintégration sur la liste électorale. Qui revendique aussi qu'il soit relaxé, qu'on lui attribue ses droits civiques et politiques. Donc ça montre que le paysage politique est de plus en plus crispé. C'est mon analyse. Absolument. Jean-Richard Nguesson, est-ce qu'il faut s'étonner de l'ampleur de la mobilisation réussie par ces 2 partis politiques, le RHDP qui, même à 6000 km, réussit à faire une véritable démonstration de force à Paris, et le PDC-RDA qui, à Abidjan, surprend, déjoue tous les pronostics en faisant descendre dans les rues, mais une foule incroyable de la mobilisation du RHDP à Paris peut être quand même en confusion. Toujours est-il que, selon les images que nous avons reçues, le RHDP a mobilisé énormément de monde à Paris. Selon des images que nous avons reçues également. D'où la marée orange, on en viendra tout à l'heure. Et le PDC-RDA qui fait déferler autant de militants dans les rues d'Abidjan. Est-ce qu'il faut s'y étonner? Moi, je salue déjà la mobilisation de part et d'autre. On sait que le processus électoral, ces dernières semaines, ces derniers mois, cristallise l'attention de tout le monde. Et cela montre, quoi qu'on dise, la vitalité de la démocratie. On voit d'un côté le PDC-RDA qui a cette volonté ferme là de voir son champion réinscrit sur la liste électorale. Et puis de l'autre côté, au niveau du RHDP, on maintient mordicus que le président Alassane Ouattara reste le candidat naturel du parti. On observe des mobilisations depuis quelques semaines dans toute la Côte d'Ivoire. Ce week-end, on a vu une mobilisation exceptionnelle du RHDP, quoi qu'on dise, que ce soit à Songo, à Bobo, dans le Poro, dans le Sud Kobo, à l'occasion des pré-congrès. Effectivement, au plateau, à Bégerville, à Tekoubé, à Port-Boué. Ce week-end a été un week-end de mobilisation pour le RHDP et on observe que le discours il ne change point. On observe qu'au niveau des cadres du RHDP, au niveau même de la base militante, l'objectif ou la raison principale de ces pré-congrès, c'est de montrer que le RHDP reste un parti fort et de montrer aux uns et aux autres que le président Alassane Ouattara, quoi qu'on dise, reste le candidat naturel du RHDP. Puis de l'autre côté aussi du PDC-RDA, c'est une mobilisation assez surprenante parce que ils sont nombreux à fustiger le vieux parti, mais le PDCI a le mérite de démontrer qu'il reste un parti fort et la démonstration exceptionnelle qui nous a été donnée de voir aussi montre aussi la vitalité, la dynamique du parti. Malgré le report de la marche qui était initialement prévu pour le mercredi, donc 3 jours auparavant. Effectivement, et puis à côté de cela, il faut souligner que Abidjan était sous les eaux, il y avait des intempéries, il y avait la pluie, mais n'empêche que les populations sont sorties pour démontrer ou pour réaffirmer leur attachement à ces différents partis politiques. Et à quelques mois de ces élections, on aurait bien aimé voir une pré-campagne dans cette allure-là et puis ne pas voir forcément ces incompréhensions sur le processus électoral, sur la révision de la liste électorale. Malheureusement, à quelques semaines des élections,
l'actualité. Parlons justement d'incompréhension, sinon d'incidents, lors du pré-congrès du RHDP dans la commune de Koumassi, sous l'égide du ministre Cissé Ibrahim Bakongo. Il y a eu un incident qui a émaillé malheureusement ce pré-congrès, une bagarre entre militants qui a quelque peu terni la manifestation. On va juste voir un extrait si la réalisation le permet. Soro Djabega, on observe ces images, c'est peut-être la seule fausse note enregistrée durant cette journée de mobilisation un peu partout. Qu'est-ce que cela vous laisse comme sentiment? Non, je ne suis pas surpris. C'est une situation qui est inhérente au plan interne au RHDP. Il y a 2 ou 3 ans de cela, quand on organisait les élections des délégués, au plan interne, sur toute l'étendue du territoire national, il y avait la bagarre, à tel point qu'il y a eu un mort, il y a eu des blessés, à couteau, au sein même du RHDP entre eux-mêmes. Donc ce que nous venons de voir, ce n'est pas une surprise. Le RHDP doit faire l'effort de se départir de la violence parce que les mentalités évoluent. Ils doivent apprendre à faire la politique autrement. Il ne faut pas qu'on voit les choses en termes de violence ou le rapport de force en termes de violence. Le rapport de force peut s'évaluer à plusieurs niveaux. Dans le potentiel de la mobilisation, dans le potentiel du discours. Mais ils se mesurent forcément par la violence pour montrer qui est fort. Et c'est pas bon pour... Mais Soro, il ne faudrait pas forcément être dans l'exagération. Vous savez, là où il y a c'est factuel, on vient de voir... Vous savez, justement qu'il réagisse. Moi, je vais terminer. Non, vous aurez l'occasion de rebondir tout à l'heure. Par moment, lorsqu'il y a des rassemblements d'hommes, il y a forcément des situations où des personnes incontrôlées. On a vécu un week-end avec des mobilisations exceptionnelles. J'ai énuméré certaines régions. Mais je pense que même récemment, au PDCI, ça fait quelques semaines, lors d'une manifestation, il y a eu des gamins qui ont été... Mais il n'y a pas eu de bagarre. Mais au-delà de ce fait, il n'y a pas eu de bagarre. Vous voulez que je vous rappelle quelque chose. C'est vrai qu'on a sorti du cadre politique pour entrer dans le cadre administratif. Mais toujours est-il que ce sont des enfants du RHDP. Quand il y a eu des dégapissements au niveau de l'abattoir, on a vu les incidents qu'il y a eu entre le ministre Bakongo et le ministre des Ressources halieutiques, Sidi Tiemoko. En fait, ce sont non, je viens de dire qu'on sort du cadre politique, c'est vrai. Mais ce ne sont pas forcément. Non, ce n'était pas entre eux. Il y avait une manifestation qui devait accueillir le ministre Sidi Tiemoko qui a été saccagée. Les chaises ont été cassées, des téléphones ont été cassés. Nous avons vu les vidéos. Je pense que le RHDP doit apprendre à tenir. Le RHDP doit apprendre à laisser un bon héritage à la postérité afin qu'on n'ait pas peur des processus électoraux en Côte d'Ivoire. Vous voyez, en 2020, avec le bac à verre, à qui on attribue ça? C'est encore au RHDP. Il faut qu'on apprenne à avoir un bon ton, d'après le président Guy Robert, de son vivant, qui a vraiment insufflé ça à l'UDPCI, qui était un parti vraiment très discipliné. Donc je veux dire que je n'accuse pas le RHDP, mais ce qu'on nous vient de voir est factuel. Ce sont des enfants de la même famille. Et cette bagarre ne commence pas maintenant. Entre ces deux camps au niveau de Koumassi, à chaque fois qu'il y a des élections, ces 10 dernières années, on assiste à des bagarres entre ces deux camps, des mêmes enfants, de la même famille, de la même délégation au niveau de Koumassi. Donc je ne fustige pas le RHDP personnellement, mais c'est un constat qu'on fait. Mais très bien, pour revenir, ce que je veux préciser, c'est qu'il ne faut pas forcément généraliser cette situation. Oui, c'est clair que sur tous les pré-congrès, c'est dans plusieurs régions. Et ce que nous souhaitons voir, c'est pas ce type d'image, bien au contraire, c'est des militants qui viennent, qui font la fête. Parce que quoi qu'on dise, assister à un meeting, c'est démontrer son appartenance au parti, c'est venir faire la fête. Et on espère véritablement qu'on ne verra pas ce type d'image. Très bien. Alors pour revenir justement à la marche du PDC-RDA, avec cette mobilisation exceptionnelle, comme vous venez de le dire vous-même, hein, à laquelle on a assisté ce samedi 14 juin. Quels sont, selon vous, les enjeux d'une telle manifestation? Tcham, qui n'est toujours pas rentré, mais qui, à la faveur de cette manifestation, a annoncé son retour en Côte d'Ivoire pour très bientôt. Dans le même temps, ces militants qui doivent encore l'attendre et l'écouter toujours par les réseaux sociaux, mais qui malgré tout croient, s'y accrochent, se disent notre leader viendra certainement reprendre le flambeau de la lutte là où il a laissé. Qu'est-ce que vous inspire justement en termes d'enjeux cette manifestation, on peut le dire, réussie du PDC-RDA? Moi,
je vais porter mon analyse sur 2 points. Le premier, déjà, au niveau du PDC-RDA, le parti veut démontrer son attachement au président Tidjane Thiam. Vous savez, on a vu la semaine dernière quelques images circuler de quelques personnes qui se sont rendues à la maison du parti pour fustiger le plan A et ils appelaient un plan B. À travers cette mobilisation-là, le PDC veut réaffirmer son attachement et sa confiance au président Tidjane Thiam. Au-delà de cet aspect, je pense que le PDC-RDA veut rester dans une sorte de dynamique. Vous savez, le parti connaît une sorte de dynamique, une remobilisation des troupes depuis l'arrivée du président Tidjane Thiam, et au niveau de la classe dirigeante, ils veulent maintenir cette flamme qui s'est allumée depuis son retour, et à travers ces différentes mobilisations, à travers ces meetings, à travers ces marches, c'est montrer la vitalité au niveau du parti. Une question, Jean-Richard, quand on est adversaire de Thiam, qu'on regarde ces images et que malgré tout ce qu'on dit de lui, on estime qu'il n'est pas légitime, qu'il n'est ni légitime ni légal à diriger le parti, et qu'on observe que même absent, il réussit à rassembler des dizaines de milliers de personnes, ce qu'on a vu peut-être la dernière fois à l'occasion du cinquantenaire du parti en 1995, lors de la grande marche du PDC sur Abidjan, au temps du président Henri Konan Bédié, qui venait d'ailleurs de s'installer au pouvoir d'État. Qu'est-ce qu'on se dit? Vous savez, quoi qu'on dise du président Thiam, sur sa venue au niveau de la politique ivoirienne, qui a raté un certain nombre d'éléments, qui a été par moments contesté par un certain nombre de cadres du parti. Quoi qu'on dise sur sa posture, on pense qu'il n'a pas apprécié forcément la politique à l'ivoirienne en ne se départissant pas assez tôt de sa nationalité ivoirienne et de sa nationalité française. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, on ne peut pas lui dénier sa légitimité au niveau du PDC-RDA, parce qu'on l'a vu à la dernière convention, il a été plébiscité à plus de 99%. Mais après, ce qui peut déranger, c'est son absence prolongée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a parlé de son retour qui s'annonce imminent, mais n'empêche que cette absence-là est plus ou moins fâcheuse au niveau du parti, parce que ça aurait été intéressant s'il était au devant de la mobilisation pour remobiliser davantage les troupes. Et puis au-delà de cet aspect, la lecture que je fais de cette mobilisation, quel est son impact? C'est vrai que le PDC-RDA démontre sa force, sa vitalité, démontre que le président Tidjane Thiam est soutenu par un certain nombre de militants, mais au-delà de cet aspect-là, est-ce que cette mobilisation aura le mérite d'avoir un impact sur le processus électoral? Grosse interrogation. Alors, Soro Djabiga, le RHDP, qui dans le même temps, le même jour, réussit tout autant, peut-être pas avec le même nombre de militants, mais réalise aussi de gros coups, tant au niveau des pré-congrès qu'au niveau de la France, où des militants sont sortis nombreux à apporter leur soutien au président Ouattara. Quels sont, selon vous, les enjeux de ces différentes manifestations au niveau du RHDP? Certes, on sait que l'idéal aujourd'hui pour les militants, c'est de réitérer leur confiance en Alassane Ouattara, mais au-delà, quel message est-ce qu'on renvoie et à l'opinion publique ivoirienne, mais aussi à la communauté internationale? Non, pour ces congrès-là, les enjeux étaient de 2 ordres. D'abord, il y avait la mobilisation. Le RHDP voulait démontrer à l'opinion nationale et internationale qu'il est ancré sur toute l'étendue du territoire national. Le RHDP voulait montrer son potentiel politique et sa capacité de mobilisation. Et il a réussi cela, il faut le reconnaître. Absolument. Voilà, la mobilisation est vraiment totale, un peu partout, à travers ce que nous avons pu observer. Mais il y a également les plébiscites. Le RHDP, à travers ce congrès-là, a donné le ton, a donné les couleurs des prochaines élections. Ils ont montré que c'est le président Alassane Ouattara qui veut en tant que candidat. Voilà, on répond leur mot, c'est le candidat naturel. Il y a également d'autres choses qui ont eu cours pendant ces pré-congrès. Le discours. Le discours était trop dur. Le discours du ministre de la Jeunesse, le discours de la ministre Belmonde, c'était un peu trop dur. Voilà, ils ont attaqué vraiment le ministre Tidjane Thiam, le traité de menteur, le traité de fuyard. Le discours n'était pas bon. Je pense que tous nos leaders politiques, toutes nos élites devaient avoir pratiquement le même discours, mais nonobstant leurs différences politiques ou leurs divergences d'obédience, mais il faut avoir l'intérêt d'apaiser la situation sociopolitique actuellement. Mais qu'est-ce que cette mobilisation-là renvoie justement comme message, non seulement aux Ivoiriens,
mais au-delà à tous ceux qui sont les partenaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Non, chacun à son niveau a ramené son message qu'il voulait faire. Le RHDP a envoyé le message selon lequel nous sommes forts, nous sommes le premier parti, nous mobilisons, et nous que sommes le président majoritaires. Ouattara a toujours la confiance Voilà. du parti des Ivoiriens. Le parti, le RHDP, tu voulais dire, le président Alassane Ouattara a toujours la confiance des membres du RHDP. Au niveau du PDCI, Enfin, donc d'une partie des Ivoiriens. voilà, au niveau du PDCI, je voulais rappeler quand même que la mobilisation a commencé depuis le supermarché Sokosé jusqu'au carrefour d'un camp. Bon, là, on parle du RHDP. Non, je vais faire une petite comparaison. On parlait du message que le RHDP a renvoyé. J'ai dit que c'est un message de mobilisation pour montrer que le président Alassane Ouattara a encore l'assentiment des comités de base à l'unanimité. Il n'y a pas eu de voix discordantes, il n'y a pas eu de contestation. Tout le monde à l'unanimité a appelé à la candidature du président Alassane Ouattara. Et on sait en même temps qu'il sera élu à la faveur du Congrès. Il sera réélu président du RHDP. Le 21 et 22 voilà, juin prochain. c'est inéluctable. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais quand on regarde en face aussi avec le PDCI, la grande mobilisation que le parti a fait, la voie, le latri a été occupé de façon continue de Sokosé jusqu'au carrefour d'un camp. Ça fait vraiment des années qu'on n'a pas vu une telle mobilisation. Et il faut noter que la communication, ils n'ont pas assez communiqué là-dessus. C'est pas une mobilisation totale. C'était un truc qui a été fait vraiment de façon expéditive, un peu rapide. Mais quand on a vu cette mobilisation, on sait que le PDCI a encore du potentiel. On sait que si le PDCI décide de mobiliser, ça va faire vraiment tâche. Tout à l'heure, Jean-Richard parlait de l'impact de la mobilisation. Assez rapidement. Il faut noter que l'opinion nationale et internationale a pris acte. C'est pas une petite mobilisation. Ils ont carrément paralysé une partie d'Abidjan par cette mobilisation. Donc je pense que les choses évoluent, les choses vont de façon progressive. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu cette mobilisation. Auparavant, c'était des mobilisations peut-être à la permanence du parti ou au siège du parti ou devant la justice. Mais là, avec une telle mobilisation, on sent que le PDCI est en train de monter sa capacité de mobilisation. Alors justement, Jean-Richard, pour terminer sur ce sujet, moi je vous demanderais aujourd'hui, les positions semblent résolument tranchées de part et d'autre. Comment est-ce que parvenir à les assouplir? Vous savez, c'est la grosse interrogation. Parce que de part et d'autre, il y a cette volonté d'en découdre. Au niveau du RHDP, il y a une volonté faible de voir le président Alassane Ouattara rempilé pour un 4e mandat, le 2e mandat de la 3e République, nous fait-on savoir. Et au niveau du PDC-RDA, on veut forcément qu'il y ait une RLE, qu'on remette le président Tidjane Thiam sur la liste électorale. Au regard de cette situation-là, on s'interroge. Parce qu'au niveau de la CEI, le processus est lancé et on nous fait savoir dans quelques jours que le processus de parrainage sera lancé, le processus de candidature. Est-ce qu'on aura cette révision de la liste électorale tant souhaitée par l'opposition? Peut-être ce fameux dialogue politique qui est la clé de tous. Au-delà de cet aspect, un dialogue politique reste possible, mais la réussite du dialogue politique doit déboucher sur une probable révision de la liste électorale. Et à ce niveau-là, la commission électorale reste ferme. Enfin, moi, je me tiens au propos de Cudier. Il n'est peut-être pas exclu d'envisager un dialogue politique qui débouche sur une décision du chef de l'État de réintégrer tous les candidats exclus sans forcément aller à la RLE. C'est envisageable. Le RHDP, dans sa communication, rappelle que la loi est sûre de tous. La loi est due, mais il faut respecter la loi. C'est le langage qui nous est donné d'entendre depuis plusieurs mois. Sauf une application de la loi à géométrie variable. Il serait, pour ma part, il aurait une surprise s'il y avait une évolution dans ce sens. C'est vrai qu'ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui souhaiteraient voir le président Laurent Gbagbo, pourquoi pas sur la liste électorale, pour candidater aux prochaines élections d'octobre 2025, ou encore le président Tidjane Thiam. Mais lorsque j'observe l'horizon et ce qui nous est donné d'entendre de part et d'autre, vous restez sceptique. Je reste sceptique. Soro Djabiga, en quelques minutes, est-ce que l'impact des médiations entreprises par les Nations Unies et par l'Union africaine peut amener justement quelque part à infléchir les positions des uns et des autres, notamment du pouvoir en place, peut-être en vue d'un dialogue politique? Tout dépendra des moyens de pression que ces organisations pourront exercer sur le pouvoir. On en a débattu ici
longtemps. Est-ce qu'il existe véritablement des moyens de pression que l'international peut exercer sur le régime d'Abidjan afin de l'amener à revenir sur la table des négociations et favoriser la RLE? Je ne pense pas. Mais il faut compter sur le bon sens, il faut compter sur la fibre patriotique et la culture de la paix de nos dirigeants, parce qu'on va tout droit vers la confrontation. Ça, il faut le dire, on va tout droit dans une spirale de violence. On ne peut pas aller à une élection et écarter ces 4 grandes figures-là et espérer que tout se passe bien. C'est difficile. Je vous redemande ceci sur ce plateau. Est-ce que vous craignez un rapprochement stratégique, sinon crucial, entre les principaux leaders de l'opposition, je parle de Laurent Gbagbo notamment, du PPACI et de Cheikh Tidiane Cham du PDCI? C'est une évidence. C'est une évidence. Si ça ne se fait pas aujourd'hui ou demain, les semaines à venir, vous verrez qu'il y aura forcément une alliance. Ça s'impose à eux, ils n'ont pas le choix. Tout seul, personne ne peut contraindre le RHDP à céder quoi que ce soit. C'est difficile, le RHDP est un parti qui est fort. Mais une chose est évidente et réelle, c'est que l'opposition, si elle s'unit, rien ne pourra l'inquiéter. Ça, c'est clair. On a des raisons de craindre alors que le climat soit très tendu dans les mois à venir. Oui, c'est pourquoi je dis qu'on craint de reverser encore dans une spirale de violence, malheureusement. Très bien. Risque d'interdiction de visa, 36 pays dont la Côte d'Ivoire dans le viseur de Washington. L'administration Trump vient de publier une nouvelle liste de pays dont les ressortissants pourraient être très bientôt interdits de séjour sur le sol américain en raison de certaines failles que je vais citer ici. Ce que Washington pointe du doigt, il y a entre autres l'absence d'autorité centrale fiable pour produire des documents d'identité sécurisés, les fraudes administratives récurrentes, le grand nombre de ressortissants ayant dépassé la durée de validité de leur visa aux États-Unis ou encore la délivrance de passeports dans le cadre de programmes de citoyenneté par investissement sans contrôle rigoureux. Jean-Richard Nguesson, qu'est-ce que vous inspire cette note du département d'État américain? Vous savez, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, sa politique migratoire est connue de tous. Et d'ailleurs, même pendant la campagne électorale au niveau des États-Unis, il avait plus ou moins réaffirmé sa volonté de permettre aux États-Unis d'être un pays assez fermé, un pays qui ne s'ouvre pas à tout le monde. Moi, je pense que c'est dans ce même élan-là qu'il prend ce type de décision. Mais cela aussi doit nous interpeller en tant que pays, en tant que nation. Parce que, quoi qu'on dise au niveau de l'état civil, ou même des fichiers administratifs en Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, il y a problème. Vous savez, il y a cela quelques mois, le passeport ivoirien a subi plusieurs problèmes. Il y a eu des critiques vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Certaines personnes qui ne sont pas forcément en Côte d'Ivoire qui réussissent, on ne sait pas par quelle magie ou par quelle alchimie, à détenir le passeport ivoirien. Après, cette interpellation des États-Unis vient pour rappeler à nos autorités et à nous-mêmes ivoiriens la nécessité d'avoir un regard beaucoup plus poussé sur notre état civil. Parce qu'à un certain moment, il faut dire qu'il y a eu énormément de désordre. Mais aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans certaines communes, on peut applaudir. Parce que lorsque vous arrivez aujourd'hui dans la commune de Yopougon, il y a une certaine évolution au niveau de l'état civil. Aujourd'hui, tout est numérisé. En quelques heures, vous avez la possibilité de retrouver votre numéro d'état civil, d'avoir un extrait d'acte de naissance, de vous faire des papiers. Mais est-ce que cela est visible dans toute la Côte d'Ivoire? Je pense qu'à un certain niveau, à un certain moment, il faut qu'on s'asseye, qu'on regarde véritablement les failles de notre état civil, les failles au niveau même de la délivrance des passeports en Côte d'Ivoire, et peut essayer de résorber ces problèmes-là parce que les États-Unis nous interpellent, et après les États-Unis, certainement que certains pays aussi vont attirer l'attention de la Côte d'Ivoire. Soro Djabiga, est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de payer cash le laxisme pointé du doigt depuis quand même longtemps sur sa politique d'identité? Oui, on paye cash. C'est une catastrophe. Ça fait une mauvaise publicité de notre pays. En octobre 2024 déjà, la Côte d'Ivoire était placée sur la liste grise du Gafi. Et le 25
et en juin, dans ce mois de juin là, nous avons été placés sur la liste noire de la Commission européenne. Seulement la semaine dernière. Et quelques jours plus tard, on nous annonce encore que on tire la sonnette d'alarme. La Côte d'Ivoire est menacée de ne plus avoir encore des visas. Les citoyens ivoiriens ne plus avoir de visas d'aller aux États-Unis. Et même nos citoyens résidents là-bas sont menacés d'être rapatriés. Ça fait une mauvaise publicité de notre pays. Ce sont des événements qui se succèdent, qui malheureusement ne sont pas bien. Vous savez, il y a quelques années en arrière, lorsque le président Bédié tirait la sonnette d'alarme, on n'a pas cherché à aller dans le fond pour comprendre ce qu'il disait. Et on l'a tout de suite traité de vieux soula, excusez-moi du thème, on l'a tout de suite traité de xénophobe. Il a touché deux éléments très importants. Il a parlé d'abord de l'émergence de l'orpaillage clandestin. On ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, on voit les conséquences directes et indirectes de l'orpaillage clandestin sur toute l'étendue du territoire, un peu partout. Vous partez à Yamoussoukro, vous serez dans le Vieux-Baoulé plus globalement. Chez nous, au nord, un peu partout, il y a des conséquences, il y a un impact qui est vraiment très grave de l'orpaillage écologique, sécuritaire, économique et sécuritaire. Ces gens arrivent par exemple dans un village et ils commencent les lobbying avec le chef de terre ou le chef de village. Et ils vont crescendo, ils vont tout doucement avec une approche soft power. Et dès qu'ils arrivent à donner de l'argent aux responsables coutumiers du village, dès qu'ils arrivent à donner de l'argent, quelques semaines plus tard, vous verrez peut-être 100 ou 200 personnes qui occupent le village. Du coup, les femmes ont peur de se rendre au champ par mesure de sécurité, parce qu'elles peuvent être violées, peut être agressées. Les enfants ont peur d'aller à l'école, le village est occupé et ça vient avec son lot d'insécurité, banditisme, prostitution, drogue, insécurité, tout ça. Et quand ils finissent, ils laissent des cratères de 20 ou 30 ou 40 mètres dans le sol et ils s'en vont, ils progressent vers d'autres terres encore, ils ont fini d'exploiter. Alors que dans la pollution des eaux. Très bien. Alors que dans le protocole même, il faut restaurer les sols avant de partir. Donc, vous voyez que le président Bédié avait raison. Il a attaqué encore la fraude sur la nationalité. On ne l'a pas écouté. On a tous vu les scandales sur les 1000 passeports qui ont été accordés aux Libanais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant les États-Unis qui pointent du doigt la Côte d'Ivoire. C'est pas une bonne publicité pour notre pays. Tout à fait, Jean-Richard. 2 condamnations en quelques jours, à peine. Tout d'abord, relativement à la corruption en matière de politique de blanchiment d'argent, la Côte d'Ivoire est épinglée par la Commission européenne plusieurs mois après que le GAFI nous a déjà pointé du doigt. Et juste après, alors même qu'on n'a même pas encore digéré cette mauvaise nouvelle, on nous retrouve sur une liste, je pourrais encore dire liste noire, de pays dont les États-Unis ne veulent pratiquement plus en termes de migration de leurs ressortissants, parce que nous n'aurions pas une politique d'état civil ou identitaire fiable. Est-ce que quelque part ça ne joue pas sur l'image que renvoie la Côte d'Ivoire à l'extérieur? Forcément que l'image de la Côte d'Ivoire peut être écorné quand on sait qu'il y a une volonté manifeste de nos autorités de faire rayonner la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international, avec la multiplication des activités qu'il y a eu à Abidjan, la réception de plusieurs chefs d'État, l'organisation de plusieurs grands salons à Abidjan. Donc après, toutes ces informations-là viennent comme pour ternir l'image qu'on tend à redorer. Mais au-delà de cet aspect-là, vous savez, la question de la nationalité est une question qu'en Côte d'Ivoire, on aborde avec beaucoup de tact et de difficulté au regard de notre histoire identitaire, au regard des différentes crises que la Côte d'Ivoire même a connues. Mais à un certain moment, il appartiendra à nos autorités, à nous-mêmes, enfants de la Côte d'Ivoire, de s'approprier cette question et de nous poser les véritables questions. Comment doit-on gérer notre état civil? Comment doit-on gérer la délivrance de nos passeports? C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a énormément d'efforts au niveau de nos pouvoirs publics, dans la délivrance de nos CENI. Il y a eu énormément d'efforts, il y a eu beaucoup de critiques. Et dans cela quelques mois, mais il y a énormément d'efforts. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il faut continuer de poursuivre les efforts, parce qu'après, lorsque ces informations ressortent, parce qu'au-delà de cet aspect, c'est qu'il faut noter, lorsque les États-Unis vous inscrivent sur une liste noire, automatiquement, il y a certains pays qui vous inscrivent sur la liste noire, notamment le Canada, le Mexique, qui par moment marchent sur les directives des États-Unis. Donc, c'est à ce niveau-là qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on doit être assez regardant, non seulement sur la délivrance de nos différents passeports, et sur la délivrance aussi de tout ce qui est carte nationale d'identité, certificat de nationalité, les scandales sont quand même légion sur ce sujet-là. Oui, mais regardez même au niveau des jeunes Ivoiriens qui malheureusement traversent la Méditerranée au péril de leur vie, qui pour la plupart restent dans cette étendue d'eau.
Quand on donne les bilans, à chaque fois quand on donne des bilans, on dit, par exemple, tel nombre de morts qui sont des nationalités ivoiriennes. Le gouvernement lui-même, il ressort encore pour mettre en doute le passeport ou le document administratif qui est entre les mains de ces personnes qui sont décédées. C'est dit que c'est un aveu. C'est dit qu'il y a une certaine porosité, mais qui est très grave dans notre état civil. Il faut dénoncer cela. On parle de révision de la RNE, c'est peut-être le bon moment de le faire, non? Malheureusement, on politise cela. Parce que là, visiblement, il y a tellement de personnes dont l'ivoirité sur le plan administratif doit être remis en doute. Est-ce que ce n'est pas justement l'occasion, ou bien du gré à moudre aux opposants, pour dire, mais quand on observe cela, des critiques à l'international, le moment est venu de justement filtrer notre liste électorale. Pour ne pas que n'importe qui a obtenu la nationalité de façon frauduleuse puisse avoir part aux élections présidentielles. Vous savez, la difficulté qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est qu'on tend à politiser toutes les questions qui sont essentielles pour la survie ou même pour la Côte d'Ivoire ou pour les générations à venir. Vous savez, la question de l'identité est une question cruciale qu'il faut aborder, je pense, dans une période qui n'est pas forcément une période préélectorale, dans une période où il y a une sorte d'accalmie pour aborder véritablement cette question. Mais vous savez, à l'aube des élections, il peut y avoir des supputations. Après, ça fait quand même de longues années que le sujet est évoqué par l'opposition, sans vouloir me faire l'avocat de l'opposition, mais c'est une réalité, ça fait de longues années. Malheureusement, c'est vrai que l'État fait des efforts pour essayer de réparer cette situation, mais ça reste assez poussif et les conséquences, on semble être en train de les payer cash aujourd'hui. C'est vrai que cette décision-là, lorsqu'on regarde de près, a une incidence sur la Côte d'Ivoire par rapport à son image. Mais après, c'est à nous de saisir l'occasion pour voir ce qu'il faut véritablement faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est fait ailleurs? Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer notamment notre état civil ou même la délivrance des passeports? Parce qu'après, si dans 60 jours, cette décision arrivait à tomber comme un couperet sur la tête de la Côte d'Ivoire, je pense que ce serait dommage, non seulement pour les Ivoiriens qui auront du mal à aller vers les États-Unis, alors qu'on sait que c'est une destination qui est prisée par bon nombre d'Ivoiriens en termes de business, pour les regroupements au niveau de la famille. Je pense que ce ne serait pas bien pour l'image de la Côte d'Ivoire. C'est un coup très dur qui s'annonce si dans le délai de 60 jours donné par l'administration Trump, la Côte d'Ivoire n'arrivait pas à fournir les garanties nécessaires pour sortir de cette liste-là. Et c'est clair que c'est un coup dur. Ça peut avoir des incidences économiques, financières et même commerciales sur la Côte d'Ivoire. Les commerçants qui sont tout le temps sur la ligne Côte d'Ivoire, États-Unis en train d'exercer leur métier, ça va forcément avoir des incidences sur eux. Si les étudiants qui désirent aller étudier là-bas ou ceux qui sont déjà installés là-bas qui étudient, ça aura des incidences sur eux. Si les fonctionnaires qui exercent sur le territoire américain, cette décision aura forcément des incidences sur eux. Est-ce qu'on se demande déjà pourquoi la Côte d'Ivoire a décidé d'instaurer un visa pour aller au Maroc? Fondamentalement, c'est parce que nous-mêmes, on reconnaît qu'il y a un problème sur notre état civil, il y a un problème sur nos documents administratifs et que certains membres de la sous-région avaient accès vraiment facilement à ces documents-là pour pouvoir aller au Maroc et de là-bas traverser la Méditerranée. C'est un aveu. Je pense qu'on doit regarder à cela et faire attention. Figurez-vous que ici, des personnes de nationalité étrangère naissent en Côte d'Ivoire ici, ont les mêmes facilités que les Ivoiriens pour avoir accès aux extraits de naissance. Quand tu vas à la mairie, par exemple, de Makori, Trèche ou à Bobo, c'est dans cette même localité que les Ivoiriens établissent les extraits de naissance, les actes de naissance, et c'est dans ces mêmes endroits-là que les personnes de nationalité étrangère établissent aussi les actes de naissance. Tout ça, on doit faire attention. Alors que dans les pays frontaliers, c'est pas pareil. Ah non, quand tu n'es pas un national, il y a un lieu bien précis où tu vas établir ton acte de naissance. Il faut vraiment mettre un frein à cette porosité-là. Il faut regarder ça. Parce qu'il y va de la sécurité du pays et la sécurité de nos biens. Il faut qu'on nous laisse un bon héritage, nous les enfants du pays, pour qu'on puisse laisser aussi un héritage à nos enfants. Quand il y a cette porosité où tout le monde, où n'importe qui a accès facilement à notre nationalité, ça donne la possibilité à tout le monde d'acquérir des biens ici. Et après, la personne n'a pas les mêmes intérêts, la personne n'a pas le sentiment, la fibre patriotique que nous avons. Donc la personne ne pourra pas gérer ce bien-là comme nous allons le faire parce que nous n'avons pas un autre pays. Cela donc joue sur notre crédibilité à l'extérieur. Jean-Richard Nguessan, on va y aller pour votre revue de presse.
Merci Adji. Cette revue de presse reste marquée par deux faits majeurs, notamment les pré-congrès au niveau du RHDP et puis la forte mobilisation du côté du PDCI RDA. Cet effet ouvre avec l'intelligent d'Abidjan qui barre à sa une le RHDP en force avec ses pré-congrès Paris, Casablanca, Koumassi, Cocody, Port-Boué, Yopougon. Et puis, filets sociaux, jeunesse numérique, la gouvernance Ouattara illustrée à Paris. Et puis, radiation du président Tidjane Tcham de la liste électorale. L'intelligent d'Abidjan revient sur le PDCI RDA qui est satisfait de sa protestation du samedi dernier. Poursuivons avec le jour plus qui revient sur le pré-congrès du RHDP. Les militants soudés et gonflés à bloc pour la candidature de Alassane Ouattara, démonstration de force à Abidjan, à Boissau et en Europe. Et puis le Patriote, dans la même dynamique, parle de ces différents pré-congrès, notamment à Songon, à Yopougon, à Djamé, à Trècheville, à Makori, à Koumassi, dans le Gontougou, à Nyama au plateau, à Bégerville, et barre à sa une, ça sent la victoire RHDP, l'extraordinaire mobilisation pour Alassane Ouattara. Et puis l'avenir parle également de la fin des pré-congrès au niveau du RHDP et barre à sa une, le RHDP verrou la Côte d'Ivoire et Paris. Poursuivons notre revue de presse et arrêtons-nous sur le titre du Nouveau Réveil, quotidien proche du PDCI RDA, qui dit « Radiation de Tcham et d'autres candidats de l'opposition de la liste électorale. Le PDCI RDA et le peuple se dressent contre l'injustice ». Le message de remerciement du président Tcham aux participants. L'héritage proche également du PDCI RDA revient sur cette marche et barre à sa une. Marche du PDCI RDA samedi dernier. Plus de 50 000 militants disent non à la radiation du président Tcham. Le bélier intrépide parle de la marche de protestation du 14 juin. Le PDCI RDA se dresse contre l'exclusion, mobilisation exceptionnelle. Emou envoie un message poignant au régime, pourquoi il faut maintenir le cap. Et puis notre voix proche du Front populaire ivoirien revient sur une interview exclusive accordée au cardinal Ignace Bessi et barre à sa une. Pour arriver à la paix, les élections doivent être inclusives. Des propos du cardinal Ignace Bessi. Aucune église catholique n'autorise le mariage homosexuel, rappelle le cardinal, et il dit également un pape noir, c'est pas pour maintenant. Et puis terminons avec Fraternité Matin qui parle de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Le Japon catégorique, la Côte d'Ivoire est un ami précieux. Le gouvernement nippon met en évidence la stabilité du pays qui en fait un acteur essentiel en Afrique. Et puis fonction publique, Anne Ouloto lance plus de 500 concours. Et puis Fraternité Matin nous fait savoir au niveau de l'éducation nationale que le baccalauréat, c'est pour aujourd'hui, faute plus à Abidjan, Abidjan sous les eaux le week-end, et puis pré-congrès du RHDP, chorus autour de la candidature d'Alassane Ouattara, et puis une fois n'est pas coutume, on termine avec le Super Sport qui a accordé une interview à Franck Kessié et barre à sa une, le capitaine des éléphants dit ceci: je ne suis pas parti en Arabie pour gagner de l'argent, transfert, allez dit non au pétrodollar, et puis discussion entre Adengra et l'Olympique de Marseille. Supersport nous fait savoir que les discussions sont très avancées. Et puis parlant de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, l'ASEC fait son entrée sportive le 2 juillet prochain et puis a fait filer percer la FIFA déboute l'Africa Sport d'Abidjan. Une information qui va certainement faire plaisir à Soro Djabiga. Merci bien, Charles Besson. Rapidement, Soro Djabiga, 2 minutes, vos commentaires sur les différentes actualités énumérées par Jean-Richard. Voilà, j'aimerais d'abord revenir sur la mobilisation et sur le paysage politique, le climat politique de ce week-end-là. Il a été assez très dense, il a été assez dynamique.
au niveau du PDCI comme au niveau du RHGP, nous avons senti beaucoup de mouvements et c'est de bonnes guerres. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire bouge et tout ceci aurait été intéressant si les choses se passaient dans de très bonnes conditions. Comme en 2010, les élections se sont passées dans de très bonnes conditions, mais malheureusement, nous avons débouché sur une guerre qui a causé beaucoup de dégâts au plan matériel ou au plan humain. Donc, je pense que le week-end a été assez dynamique, a été assez enrichissant. On a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de discours. On a compris la force de mobilisation du PDCI qui a été peut-être négligée ces derniers temps. On a compris aussi la capacité de mobilisation du RHGP un peu partout et à l'extérieur. J'aimerais revenir également sur les dégâts matériels que la pluie a causé ces 2 ou 3 derniers jours. C'était quand même très grave. Si bien que le maire de Cocody a été pris à partie par les internautes. Parce que pendant que il y a eu des sinistrés qui ont été enregistrés, pendant que des maisons étaient envahies, pendant que des voitures ont été emportées, le maire a posté une photo le jour de la fête des pères en compagnie de certains de ses proches où il était bien vêtu en costume et il souhaitait bonne fête des pères aux parents de Cocody. Mais il a été attaqué par des internautes, si bien que 52 minutes plus tard, il a produit un post pour apporter son soutien aux sinistrés. On lui a demandé d'être sur le terrain, à l'instar, je n'ai pas fait de publicité, à l'instar du maire de Korogo, l'ASPR, qui est, malgré les circonstances, qui est toujours aux côtés des populations. Et je pense que le maire a quand même saisi la balle au bon, et il est toujours bien, il n'est jamais tard pour bien faire, il a produit un communiqué, il a apporté son soutien, il a donné des conseils, ça a été quand même bien. Moi, je veux juste saluer tous ces élèves qui passent le baccalauréat, l'ouverture de cet examen, c'était pour aujourd'hui. Ah oui, ça c'était important et on de le mentionner. Véritablement que tous nos voeux, tous nos forces les accompagnent dans cette période d'interrogation et de doute pour bon nombre d'élèves. Oui, c'est important. Le ciel vous entendra certainement. Merci Soro Djabiga, merci Jean-Richard. On se sépare pour l'édition de l'Intelligent Club de ce lundi. On va se dire au revoir et bien sûr, on se retrouve demain.